Et voilà. Donc, encore une fois, merci à tous d'être là pour ce webinaire. Donc, moi, je vais vous présenter les modalités techniques. Je vous invite à donc tous fermer vos caméras et vos micros pendant les présentations pour qu'on ait une meilleure qualité de son, d'image, etc. On va donc commencer par des interventions pendant à peu près 30-45 minutes et ensuite une petite séance de questions-réponses. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat à côté. Pour ceux qui sont familiers de Zoom, vous avez un petit chat sur le côté où vous pouvez donc poser toutes vos questions au fur et à mesure des interventions. Et à la fin, voilà, on essaiera de distribuer les questions à chacun des intervenants. Voilà, sachez donc qu'à la fin, vous pourrez aussi poser des questions en allumant votre caméra si vous le souhaitez, pour les plus courageux d'entre vous. Et voilà, écoutez, je vous remercie à tous d'être là et je vais laisser la parole à Emmanuel qui va vous présenter le sujet de ce jour. Emmanuel, je pense que tu es en mute. Bonjour à tous et merci Aurélia de m'avoir donné la parole. Donc aujourd'hui, on propose un webinaire sur le thème habitat durable, adaptation et résilience. Quel modèle économique? Parce qu'on constate que l'habitat est un élément essentiel de l'adaptation et de la résilience des populations, notamment en zone sahélienne, où la majorité de la population n'a aujourd'hui pas accès à un logement durable. Donc, accompagner des dynamiques de marché est à nos yeux la solution principale qui permet de diffuser à grande échelle des solutions d'éco-construction qui contribuent de manière très importante justement à renforcer cette résilience et cette adaptation au changement climatique. Donc il existe des initiatives plus innovantes dans ce sens-là qui permettent de faciliter le financement dans le secteur de l'habitat, mais il y a encore beaucoup de défis qui restent à relever et notamment on verra plus particulièrement les défis qui se posent au secteur de la microfinance par rapport aux questions spécifiques qui se posent dans le domaine du logement. Et donc, on présentera des initiatives aussi qui ont été développées, en l'occurrence par l'association La Voûte Nubienne, en réponse à ces défis et qui proposent des outils innovants et adaptés. Donc, je vais présenter les intervenants dans l'ordre de leur intervention. Donc, je suis Emmanuel Bossenec, je suis coordinateur du pôle formation pour l'association La Voûte Nubienne. Je suis le coordinateur sortant, je suis en train de quitter mes fonctions à l'association La Voûte Nubienne. Et pour ceux qui conseillent, j'étais le point focal de l'association La Voûte Nubienne pour le projet PAMOG, donc qui concerne notre implication dans la commission climat et développement. Et c'est ma collègue Annette, qui est à côté de moi, et c'est la raison pour laquelle nous avons des masques, qui va prendre la suite. Donc Annette est affectée, vient de rejoindre La Voûte Nubienne en qualité de chargée de mission sur le suivi de projet, le plaidoyer et la levée de fonds. Elle a travaillé dans une assez grande variété d'associations françaises de défense des droits humains depuis une vingtaine d'années, et notamment avec la CIMAD. Donc, elle a pas mal d'expérience de terrain et beaucoup d'expérience avec les personnes arrivant sur le territoire français. Voilà. Le deuxième intervenant, ce sera Olivier Vidal, qui est manager du programme francophone du Center for Affordable Housing Finance in Africa, donc le CAF. Olivier est titulaire d'un master en économie du développement international et à l'Institut d'études politiques Sciences Po à Toulouse, et d'une licence en économie à l'Université d'Aix-Marseille en France. Avant de travailler pour le CAF, il a été pendant 6 ans à la Banque africaine de développement, et il a travaillé avec d'autres structures comme le ministère des Affaires étrangères en France, le Programme alimentaire mondial, etc. Le troisième intervenant, c'est Dominique Le Saffre, qui est le directeur général de la CIDI, qui est un organisme rattaché au CCFD Terre Solidaire et qui promeut des activités génératrices
de revenus dans les pays en développement, et notamment grâce au financement de ces activités, avec un focus particulier sur la microfinance. Dominique a un parcours long dans le secteur du développement et il représente également la CIDI dans plusieurs conseils d'administration d'institutions financières et de réseaux de financement solidaire. Voilà. Donc, merci à ces intervenants d'avoir accepté de répondre favorablement à notre invitation. Je vais commencer donc par la présentation de notre d'AVN, et puis je donnerai ensuite la parole à Olivier et Dominique. Notre présentation concerne donc le programme d'AVN dans lequel nous avons pour objectif d'arriver à articuler l'aide au développement et les leviers du marché de l'éco-construction. C'est une problématique à laquelle nous sommes confrontés puisque nous avons besoin de ces outils pour nous permettre de développer le marché qui est pour nous le vecteur principal de diffusion de la technique de construction en voûte. Donc, je passe la parole à Annette qui va débuter cette présentation. Alors peut-être pour expliquer pourquoi le marché est effectivement le vecteur principal de développement des programmes de la voûte nubienne, rappeler avant tout que la méthodologie de la voûte nubienne repose sur 3 piliers. Donc la formation et le soutien d'une filière de construction en voûte nubienne à travers la formation de maçons et de toute une filière de métiers. Cette formation des maçons se déroulant en centre, mais aussi et surtout en chantier. À peu près 90% du temps de formation se déroulant sur des chantiers de construction. On voit déjà là que le marché de la voûte nubienne, le marché de construction, va produire de la formation. Deuxième pilier, la méthodologie de la voûte nubienne repose aussi sur la sensibilisation et l'accompagnement des différentes typologies de clientèle. Alors même si le cœur de cible reste une clientèle rurale, à peu près 83% de nos constructions touchent cette clientèle rurale, il est important évidemment de savoir adapter les propositions à diverses utilisations, familiales, communautaires, évidemment que le bâti corresponde aux besoins des clients. Et cet accompagnement des différentes typologies de clientèle se fait aussi sur l'entretien, puisque l'une des composantes principales et des plus-values des voûtes nubiennes, c'est effectivement leur durabilité et donc une nécessité d'entretien adapté. Enfin, la méthodologie de la voûte nubienne ne peut s'opérer que si l'ensemble des parties prenantes sont mobilisées, à la fois les acteurs de développement et de coopération, les acteurs de filières de construction verte, d'éco-construction, et les décideurs politiques, bailleurs, clients, maîtres d'ouvrage. C'est la mobilisation de l'ensemble de ces parties prenantes qui va permettre de générer un portage local, de développer un marché autonome et de faire croître ce marché. Donc, en ce qui concerne la question des financements, on voit que les fonds d'aide au développement, issus du modèle économique non marchand, vont financer la méthodologie de la voûte nubienne et sa mise en œuvre. Mais ensuite, ce sont d'autres instruments financiers issus du modèle économique marchand qui vont être mobilisés pour renforcer la croissance de ce marché, de l'éco-construction. Je te repasse la parole pour détailler un petit peu ces instruments financiers. Alors, avant de rentrer dans la description de ces instruments financiers, on va les replacer dans le contexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on l'a évoqué dans l'introduction, l'adaptation du secteur de la construction au Sahel est un enjeu majeur, c'est-à-dire que tout le monde connaît ces photos aériennes qu'on a d'ailleurs utilisées pour l'invitation au webinaire, où on voit que les toits en tôle sont une technique dominante de construction et parfaitement inadaptée, c'est-à-dire qui entretient la chaleur à l'intérieur des bâtiments, qui coûte relativement cher, qui n'est pas très durable, qui ne résiste pas très bien aux conditions climatiques, qui sont emportées par le vent, détériorées par la pluie, et qui en plus ne profitent pas ou très peu aux économies locales, puisque c'est pour l'essentiel du matériel importé qui généralement est associé
à du ciment, qui lui aussi est bien souvent un matériau importé. Donc la technique de construction en voûte nubienne, qui est une technique de construction en terre crue qui fait recours exclusivement à la terre, à l'eau et à quelques pierres pour les fondations, est donc une technique architecturale adaptée et qui s'inscrit très bien dans les pratiques constructives locales, puisque la construction en terre est largement maîtrisée, notamment dans les zones rurales. On considère donc que le marché de la construction en voûte nubienne est le vecteur principal de la dynamique de diffusion de cette technique à grande échelle. Et donc, c'est le renforcement de ce marché, le déploiement du marché, qui constitue la réponse méthodologique adaptée. Donc, nous, on intervient, AVL, on intervient, comme vient de décrire Annette, comme un acteur qui accompagne le déploiement de ce marché. Et donc, le programme d'AVN et de ses partenaires, ça concerne, ça concerne à insister sur la nécessité et l'urgence d'une montée en puissance pour laquelle des mécanismes financiers dédiés sont nécessaires. Et c'est bien donc, ces mécanismes financiers qui ne sont pas de l'aide au développement, mais qui sont des compléments de ce modèle économique dont on va parler. Aujourd'hui, le marché, donc on l'a dit, c'est le vecteur principal de diffusion à grande échelle de l'éco-construction, et les activités principales de développement de ce marché, c'est, comme l'a dit Annette, la formation, la sensibilisation des différentes parties prenantes et évidemment l'accompagnement des acteurs de la construction sur ce marché. Donc l'essentiel de l'aide au développement sert aujourd'hui à accompagner l'émergence et la croissance de ce marché grâce aux activités du programme et ce modèle économique du financement de l'aide au développement, ce qu'on a mis à gauche, c'est un modèle économique non marchand. En complément, on a besoin d'outils financiers spécifiques qui permettent d'accélérer le marché. Donc typiquement, aujourd'hui, on dispose d'outils, de solutions financières qui sont adossés à des fonds d'adaptation et à des fonds de compensation carbone qui permettent de financer des incitations à la clientèle, lesquelles ont la capacité d'aider le client à passer du projet de construire à la réalisation effective de ce projet grâce à une incitation financière qui représente à peu près 15 à 20% du coût total du bâtiment, le reste étant apporté par le client lui-même, puisque dans les zones rurales sahéliennes, la plupart du temps, le client amène lui-même les matériaux et une partie de la main-d'œuvre non qualifiée qui vient aider à la construction. Dès lors, le passage à la technique de construction en voûte nubienne qui demande de mobiliser une équipe de maçons qui ont l'expertise technique pour construire dans cette technique induit un coût supplémentaire, et l'incitation permet de compenser justement ce surcroît de coûts et surtout de rémunérer l'équipe du maçon qui a participé au chantier. Sur des cibles qui aujourd'hui sont plus peut-être, alors à la fois en zone rurale, mais aussi en zone urbaine et périurbaine, on peut avoir affaire à on a besoin de solliciter des mécanismes, des outils financiers spécifiques qui sont aussi plus adaptés à ces typologies de clientèle. Donc d'un côté, des prêts de microfinance, donc qui représentent des montants financiers limités avec des durées de prêt également assez courtes. Sur un habitat plus urbain, on peut avoir affaire à des prêts classiques qui seraient apportés par des banques. Et puis, on a une typologie de clientèle qui concerne des bâtiments communautaires, des bâtiments institutionnels, éventuellement des constructions de logements sociaux, et une partie de la clientèle qui est constituée par des particuliers qui sont intéressés pour construire avec des financements qui viennent de la diaspora, donc soit parce que ce sont des personnes qui sont elles-mêmes issues de la diaspora, soit parce que ce sont des couples mixtes ou des clientèles de ce type-là, et donc avec un apport d'argent qui vient de l'étranger et qui peut aider à
à financer ces projets constructifs. Donc, on voit que ce modèle économique marchand dispose d'outils financiers qui eux-mêmes sont des outils, entre guillemets, naturels du marché de l'éco-construction. On pourrait dire que le marché, c'est le moteur et ces outils seraient un peu les turbos de ce marché. Mais pour permettre la diffusion et le déploiement de ces outils, on a besoin d'innover, on a besoin de créer des pilotes, de mobiliser des partenaires, etc. Et l'argent qui vient grâce au financement de l'aide au développement peut être mobilisé pour investir, pour financer de la recherche et développement de façon à positionner ces outils, positionner les acteurs et faciliter, dynamiser les interactions entre tous ces acteurs. Il existe également des synergies entre ces différents outils et par exemple, on pourrait évoquer les questions des bonifications des prêts qui pourraient être également adossés à des fonds de compensation carbone ou à des fonds d'adaptation. On peut imaginer également qu'il y ait des articulations entre les incitations à la clientèle et des mécanismes et des prêts de microcrédit, etc. Et la vision finale, qui est celle à laquelle on devrait aboutir, c'est un marché autonome avec des outils financiers qui sont ceux du modèle économique marchand et qui fonctionnent cette fois-ci sans avoir besoin des apports de l'aide au développement parce que le marché est arrivé à maturité et est capable de tourner, de fonctionner de façon autonome. Merci pour votre attention et je passe la parole à Olivier. Merci beaucoup, Emmanuel. J'espère que vous pouvez… Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous pouvez bien m'entendre. Je pense que c'est une transition parfaite, Emmanuel, sur ma présentation, parce que maintenant, on va essayer de voir un peu quels sont, dans un modèle, dans le marché classique, quels sont un peu les outils et solutions que présente en Afrique, qu'on pourrait soit développer, soit soutenir, ou soit adapter dans certaines régions du continent. Je vais partager mon écran pour la présentation. J'espère que vous pouvez toutes et tous bien la voir. Donc, comme j'ai dit, je vais essayer en 10 minutes de parler un petit peu des outils et solutions qu'on pourrait développer sur le continent africain pour adresser la principale contrainte qui est du financement du logement abordable et durable en Afrique, qui est l'accès à des capitaux à long terme, des capitaux importants à long terme et abordables, avec comme objectif de financer le logement. Un rapide état des lieux du secteur du financement du logement en Afrique. On le connaît, c'est un secteur, à l'exception peut-être de l'Afrique du Sud et du Maroc, qui est sous-développé. Des prêts à des taux d'intérêt supérieurs à 10%, parfois à 20 ou 30% dans certains pays. Des maturités courtes, en général même moins de 10 ans. Voilà. Donc, c'est une très grande difficulté de jouer son rôle de moteur de développement du logement abordable. Il représente les besoins, par exemple, dans l'UMOA. On estime, nous, au Centre pour le financement du logement abordable en Afrique, que rien que dans l'UMOA, il y a un déficit de 800 000 logements par an. Et en parallèle, les banques commerciales dans la zone UMOA n'émettent que 15 000 prêts au logement par an. Et sur ces 15 000-là, peu sont des prêts au logement abordables. Donc, on voit bien la disparité énorme entre le rôle que doit jouer le secteur financier et les besoins sur le continent. Quelle solution alors? Emmanuel a abordé certaines de ces solutions qui sont très intéressantes. On va essayer d'aller peut-être un peu plus en détail dans certaines et je vais laisser d'autres pour la discussion après, notamment les questions de microfinance du logement qui sont importantes, qui sont très intéressantes et dans lesquelles on pourra discuter après. Je voudrais commencer par vous parler des caisses de refinancement hypothécaire. Donc, toujours, on a vu le diagnostic, les banques commerciales qui sont dans toutes les régions du monde le moteur principal de financement du logement abordable, en Afrique ne jouent quasiment pas ce rôle-là. Pour diverses raisons, notamment le risque lié à l'informalité de la plupart des ménages en Afrique. Informalité ne veut pas forcément dire revenu faible, comme on le sait, mais c'est un risque que les banques commerciales ont du mal à apprécier et ne savent pas gérer.
L'UMOA a développé un modèle très intéressant de caisse de refinancement qui est axé uniquement sur le refinancement des prêts au logement abordable. Donc, il ne refinance les banques commerciales qui se présentent à leur guichet que si c'est pour des prêts au logement de moins de 25 000 euros. Et l'avantage pour ces banques-là, c'est que donc, en allant au guichet de la CRH-UMOA, c'est que ça leur permet de réduire énormément le risque. Donc voilà, c'est un mécanisme qui a été mis en place pour inciter les banques commerciales à faire des prêts le plus abordables possible à long terme aux populations les moins aisées pour acheter des logements, pour acquérir des logements abordables. Et comme un peu sur le modèle qu'Emmanuel disait, c'est un mélange d'aide des donateurs et d'intervention du marché, parce que ça a été lancé, ça a pu être mis en place grâce à un financement de la Banque mondiale, mais ensuite, ça fonctionne comme une institution financière qui va elle-même se refinancer sur le marché, qui est noté AAA, donc qui peut qui peut capter de l'argent sur les marchés à très long terme et à bas coût, et également le donner pour permettre de refinancer à bas coût les banques commerciales. Mais vu la disparité qu'il y a, comme on a vu dans le diagnostic, entre les prêts émis par les banques commerciales dans la région, malgré l'aide de la CRH-UMOA et les besoins, ça sera évidemment jamais suffisant. Donc la CRH-UMOA, encore dans quelque chose de très innovant en Afrique, je pense que c'est les seuls, vont, dans les prochains mois, se mettre également à refinancer les sociétés financières décentralisées. Donc les institutions de microfinance vont pouvoir aller au guichet de la CRH-UMOA et demander des refinancements pour les prêts microfinance logement qu'ils vont fournir aux populations les plus démunies sur le continent. Donc c'est un modèle intéressant qui existe, mais qui est encore à développer. Un autre outil qui est disponible dans les marchés et qui est peu utilisé sont ce qu'on dit en anglais les REITs, en français les fonds de placement immobilier. Et un fonds de placement, rapidement, c'est une société qui possède ou exploite ou finance des biens immobiliers générant des revenus, mais qui permet à quiconque d'investir dans des portefeuilles d'actifs immobiliers de même manière que dans d'autres secteurs, que ce soit par l'achat d'actions ou par le biais d'un fonds de commun de placement. Et les actionnaires de ces fonds de placement immobilier peuvent générer des revenus grâce à des revenus qui sont générés par l'investissement immobilier sans avoir à investir directement dans le logement. Ce qu'on sait est souvent le problème, et on va le voir après dans le slide suivant, le problème pour les investisseurs et pour le marché, c'est la méconnaissance du secteur du logement, particulièrement du logement abordable, et donc du coup la difficulté d'investir directement dedans. Ces outils financiers permettent au logement abordable de capter l'argent qui est disponible par les investisseurs dans le marché, sans avoir pour eux à investir directement dans des programmes de construction, etc., ce qui est beaucoup plus compliqué et qui nécessite des compétences spécifiques. Un autre point dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui, et Emmanuel l'a très bien mentionné, c'est le rôle de la diaspora. Toute la question, c'est on sait que les diasporas en Afrique, les diasporas africaines, particulièrement en Afrique francophone, mais c'est valable dans toute l'Afrique, sont une source très importante, et non seulement très importante, mais comme je le montrais dans le graphique sur la droite, stable de ressources pour le continent. Et on voit depuis les 20 dernières années que les transferts de fonds d'immigrants sont non seulement très importants, sont accrus constamment, mais sont également stables dans le temps. Peu importe les chocs économiques, peu importe les situations. D'ailleurs, ça sera intéressant d'analyser comment en 2020, ces transferts se sont comportés avec la crise du Covid-19. Mais donc, toute la question, c'est comment capter cette masse très importante d'argent pour la mettre le plus possible à la disposition de soutenir le secteur du logement abordable sur le continent. Et pour ça, il y a deux outils qui existent, mais qui sont très peu utilisés en Afrique. Les prêts hypothécaires pour les non-résidents, comme Emmanuel a mentionné, et les diaspora bonds, ce qu'on appelle les émissions obligataires qui visent la diaspora. Rapidement, je vais commencer par les prêts hypothécaires pour les non-résidents. Quelques banques seulement en Afrique le font. Donc, elles mettent à la disposition de leur diaspora en Europe, aux États-Unis, en Asie ou dans d'autres pays d'Afrique, la possibilité des comptes spéciaux, la possibilité de souscrire un prêt pour financer le longement dans leur pays d'origine. Voilà, c'est très intéressant pour ces banques parce que ça leur permet d'obtenir elle vise une clientèle qui est un peu plus aisée, mais qui est malgré tout désireuse d'investir dans le logement abordable. Voilà, c'est ça la nuance qui est intéressante. Et ça leur permet également, pour les pays où il y a des difficultés d'accès à de la monnaie
des devises étrangères où il y a des fortes volatilités, d'accéder à des investisseurs qui ne sont pas trop concernés par les risques de fluctuation de taux de change parce qu'eux, ils investissent dans leur pays d'origine pour un projet social de logement et ils ne sont pas trop concernés par les risques de taux de change. Voilà. L'autre solution pour capter cette masse, ces dizaines, on a vu 90 milliards de dollars par an, ce qui est supérieur à toute l'aide au développement, peu importe comment on calcule et comment on l'additionne, c'est d'émettre des obligations qui visent la diaspora. Donc, les diasporas monde, c'est émis soit par une institution financière, soit par un État. Et ça vise uniquement la diaspora, soit la diaspora directe, c'est-à-dire si le Sénégal l'émet, par exemple, c'est visant uniquement les Sénégalais de l'extérieur, mais parfois c'est ouvert également à la diaspora un peu plus large, donc par exemple aux membres de l'UMOA. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose dont on va parler juste après, que le Sénégal a fait justement. Et les principales caractéristiques, et pourquoi c'est très approprié aux besoins du logement abordable sur le continent, c'est donc évidemment que ça permet d'accéder, c'est des longues maturités, et c'est avec un taux en général en dessous du marché, ce qu'on appelle une réduction patriotique. C'est soit émis de façon annuellement ou de manière opportunistique, et c'est, comme je dis, réservé à la diaspora. Israël a eu beaucoup de succès depuis les années 50, on fait ça pour financer le logement, la construction du logement en Israël, et ils ont réussi à lever plus de 25 milliards de dollars auprès de leur diaspora. L'Inde également l'a fait 3 fois et a réussi à lever 10 milliards de dollars uniquement pour financer directement des projets de construction de logements abordables sur le continent. Et ça a très bien marché. Et le Sénégal a été le premier pays en 2019 à le faire. Pas le Sénégal en tant que pays, mais la Banque de l'Habitat du Sénégal en tant qu'institution financière en tant que Banque de l'Habitat, donc qui finance uniquement des projets au logement, l'a émis en 2019 et ça a été une réussite. Ça a été sursouscrit par la diaspora. C'était ouvert pas juste aux Sénégalais de l'extérieur, mais également aux citoyens de l'UMOA. Et ça a très bien marché, malgré le fait que la population cible était une population qui n'a pas l'habitude d'investir dans des instruments financiers. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on mobilise l'argent de la diaspora et on mobilise et on inclut financièrement des membres de la diaspora qui n'ont jamais investi dans des outils financiers. C'est des rendements intéressants, 6,5% par an, et ça permet, et c'est la finalité de leur investissement, non seulement ils ont un rendement, mais ça permet de financer directement la construction de logements abordables dans leur pays d'origine ou dans la région. Donc au Sénégal, par exemple, ils ont utilisé l'argent qu'ils ont levé, donc c'est d'abord 20 milliards de francs CFA, après 100 milliards de francs CFA, pour construire directement des logements abordables à Dakar, à Diamniadio, et à Dakar et à Diamniadio, oui, dans le cadre du programme du présidentiel de logement social. Et donc, c'est des modèles très intéressants, mais comme on a vu, qui sont totalement embryonnaires sur le continent, donc à développer. L'autre énorme source de financement à long terme pour le logement abordable et durable en Afrique sont les fonds de pension. Les fonds de pension, les actifs sous gestion en 2020, juste en Afrique, 1100 milliards de dollars. Donc, c'est une source potentielle énorme de financement pour le logement. C'est une source, c'est des sources à très long terme, évidemment, et ça représente souvent la plus grande partie de l'épargne nationale. Le problème que rencontrent souvent en Afrique les fonds de pension, c'est les juridictions qui ne sont pas adaptées, qui ne leur permettent pas d'investir dans le logement, et à plus forte raison dans le logement abordable. Et donc, il y a un gros travail à faire. Nous, on essaie de travailler sur ça avec nos partenaires, de sensibilisation des gouvernements pour leur expliquer pourquoi il est important de mettre à jour leur législation, d'autoriser les fonds de pension à diversifier leur investissement pour investir dans le secteur, pour laisser ces fonds de pension investir dans le logement abordable, parce que c'est une manne énorme d'argent qui est là, qui est disponible actuellement, mais qui n'est pas utilisée et qui est en général qui n'est pas utilisée pour des projets qui non seulement ont une portée sociale très importante, mais aussi un retour économique très important pour les États. Donc, c'est un peu ça serait un win-win. Les pays qui l'autorisent, les pays, par exemple, qui ont une législation claire qui autorise les fonds de pension à investir une partie de leur actif sous gestion dans le logement, sont par exemple l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, qui autorisent tous les fonds de pension à investir jusqu'à 10% de leur actif sous gestion. Et les conséquences positives que ça a eu dans le logement abordable sont énormes. En Namibie, grâce à ça, ils ont quasiment réglé le problème de financement de logement abordable. Surtout quand on complète,
les gestionnaires de fonds de pension ont à leur disposition d'autres outils financiers, comme on a vu précédemment, comme les fonds de placement immobilier, qui leur permettent facilement d'investir énormément d'argent dans des programmes de logement abordable, comme j'ai dit, sans avoir eux-mêmes, bien sûr, à aller investir directement dans un programme de construction. Donc c'est quelque chose de très important. C'est de l'argent qui est disponible déjà actuellement, qui n'a pas besoin d'aller chercher, mais c'est plus un travail sur, d'un côté, la législation, et de l'autre côté, présenter cet actif aux gestionnaires de fonds de pension, leur montrer non seulement qu'ils peuvent avoir un retour sur investissement, mais qu'en plus, c'est des projets durables et soutenables sur le long terme. Ça, c'est un côté. L'autre avantage des fonds de pension, l'autre façon dont on pourrait utiliser les fonds de pension, les caisses de retraite, c'est en permettant aux membres de ces fonds de pension, aux gens qui ont leur épargne, leur retraite dans ces fonds, d'utiliser une partie comme garantie pour prêt au logement. Beaucoup de personnes qui travaillent, qui ont des revenus faibles, mais qui travaillent dans le secteur formel, ou même dans certains cas dans le secteur informel, mais qui cotisent à des fonds de pension ou à des caisses de retraite, n'ont malgré tout pas, veulent préparer leur retraite, bien sûr, ce qui est très important, mais n'ont pas le capital requis pour aller à la banque ou dans une institution de microfinance et faire faire un apport pour ensuite avoir un prêt. En leur permettant d'utiliser comme garantie l'argent qu'ils ont en réalité, mais qui est juste dans un fonds de pension, pour remplacer cet apport, libérerait beaucoup d'argent et beaucoup de capacités pour accéder à des financements de logement auprès d'institutions financières classiques ou d'institutions de microfinance. C'est quelque chose qui est fait dans certains pays d'Afrique, qui est fait beaucoup en Asie, qui est fait en Europe, également en Suisse. La plupart des gens financent leur logement de cette façon-là. Et c'est une piste vraiment à explorer sur le continent, une fois de plus, car même si les actifs sous gestion par rapport à d'autres zones du continent ne sont pas énormes, ça reste quand même beaucoup d'argent, quand même 1100 milliards de dollars. Si on pouvait, en suivant les régulations de certains pays d'Afrique du Sud, capter 10% de ça pour le financement du logement, vous voyez l'impact énorme que ça aurait sur le continent. Donc, là, juste pour continuer rapidement sur ça, l'intérêt des investisseurs institutionnels est réel mais timide. Nous, au CAF, on a mesuré qu'il y a eu environ 40 milliards de dollars investis juste en Afrique de l'Est par les investisseurs institutionnels étrangers, mais seulement 4 milliards ont été investis sur 17 ans dans le logement, ce qui représente que 200 millions de dollars par an pour toute la région d'Afrique de l'Est. Donc, il y a encore une énorme marge de progrès. Et surtout, pour l'Afrique de l'Est, c'est très inférieur à ce qui est autorisé dans certains pays. Par exemple, le Kenya autorise beaucoup plus, mais les fonds de pension n'investissent pas autant que ce qu'ils pourraient. Et donc, c'est là où il y a un travail de sensibilisation à faire auprès d'eux et aussi auprès des gouvernements, comme je l'ai dit, pour également que les obligations d'État qu'ils émettent soient moins en compétition. Souvent, en Afrique, le problème, c'est que les États se financent beaucoup en émettant des obligations d'État et à des taux très intéressants, ce qui rend, j'ai envie de dire, un peu paresseux tout investisseur privé ou institutionnel, parce qu'il est juste très facile d'acheter des obligations d'État et d'avoir des très bons rendements. Donc là, il faut expliquer aussi aux États que c'est une compétition un peu déloyale pour eux-mêmes en réalité, parce que ça empêche... Ça contraint ça empêche le secteur du logement abordable d'obtenir les investissements dont il a besoin. Je voulais juste aborder également rapidement l'importance de considérer également le secteur locatif comme un objectif d'investissement. Ce qui manque particulièrement dans le secteur locatif, c'est de l'accès à des données de qualité pour permettre l'investissement. Donc là, vraiment, nous, c'est un travail de sensibilisation qu'on veut faire sur obtenir de la donnée de qualité sur les marchés locatifs qui sont très vastes, on le sait, ça touche le formel, informel. Quand on analyse les demandes dans le locatif dans les pays, c'est souvent… Le marché locatif représente souvent plus de 60% du marché du logement et la demande est énorme. Donc, c'est quelque chose à ne pas oublier. On se concentre souvent sur l'accès à la propriété, mais le locatif comme objectif d'investissement est également quelque chose à ne pas oublier. Et donc, en conclusion, un peu pour résumer et ensuite pour ouvrir les débats avec les participants, 5 approches, on pense, à garder en tête, mais ce n'est pas une liste exhaustive. L'importance évidemment de la microfinance du logement et augmenter les constructions. Donc, mais c'est lié tout ça, c'est comment décomposer la chaîne de valeur du logement en étapes réduites et pour chaque maillon de la chaîne de valeur, avoir des produits financiers adaptés et bien structurés, que ce soit avec via des institutions de microfinance ou autres. Le rôle des coopératives de crédit et coopératives immobilières aussi très important. C'est mobiliser un instrument d'épargne intégrant l'accessibilité à la propriété dans une provision viable et promotion de projets locaux.
Les fiducies de placement immobilier, on en a parlé. Le marché locatif, on en a parlé. Et la diaspora africaine également, très important de penser aux mécanismes qui permettraient une capture, qui permettrait de capturer une partie des transferts de fonds de cette diaspora vers le financement de projets de logement abordable. Et ça peut passer par un partenariat public-privé entre les différents acteurs clés de cette chaîne de valeur, donc les compagnies de transfert des migrants, les gouvernements africains, les banques sur le terrain. Je vous remercie. Merci Olivier. Je passe la parole à Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Pardon. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Oui, c'est bon. Eh bien, si je comprends bien, Emmanuel a brossé le tableau de quelques enjeux et nous avons appris de Olivier beaucoup de choses qui portent sur, je dirais, le contexte, les acteurs, les défis du financement du logement abordable et aussi de l'éco-construction. Mon propos, qui sera rapide, va vous montrer en fait en creux comment l'investissement qualifiable de solidaire finalement n'est pas parvenu à ce jour à trouver les bonnes formules pour répondre à un enjeu d'inclusion socio-économique ou sociale tout simplement, qu'est l'accès au logement abordable dans les pays du Sud. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir fait des tentatives. Une boîte comme la CIDI, que je représente, est connue sur le marché pour avoir réussi des belles choses en matière de financement de l'agriculture, en matière de financement des activités génératrices de revenus, sur le financement de l'équipement, parfois au financement de la santé, parfois au financement de l'éducation aussi. Mais sur le financement du logement abordable, et malgré les coopérations qu'on a pu établir, et tentatives de coopération, y compris avec, par exemple, l'AVN ou d'autres, ADER par exemple au Mali, eh bien, on a constaté que ce champ-là ne représente pas un engagement durable et probablement Olivier en a donné beaucoup d'explications. Mais je voudrais finalement, par l'autre bout de la chaîne, vous exposer peut-être pourquoi à partir de quelques expériences. Bon, brièvement, la CIDI est un investisseur solidaire depuis pas mal d'années. On mobilise du capital auprès de l'opinion publique et on transforme ce capital dans des outils financiers, avec des outils financiers qui sont prévus pour être présents auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire. En particulier, la CIDI est connue pour être un investisseur en participation et en participant à la vie des entités locales, eh bien, nous contribuons à leur pérennisation via des services financiers en général assez bien dimensionnés et également des services non financiers contribuant à la structuration, la consolidation et la pérennisation des organisations dans lesquelles nous investissons. Donc depuis X années, eh bien, depuis une quarantaine d'années, la CIDI a réussi à se positionner en tant qu'investisseur à base sociétale. Nous ne dépendons pas de la dette publique pour fonctionner, pour créer du développement à partir de l'agenda des organisations partenaires. Donc, voilà. Avec un fort engagement en Afrique, parce qu'on considère que cette combinaison de missions d'investissement à caractère solidaire et d'appui à la structuration dans ce vaste champ
des services financiers de proximité et du renforcement des organisations de producteurs a toute sa raison d'être encore largement en Afrique aujourd'hui. Bon. Alors, pour arriver à notre question du jour, et d'ailleurs, au passage, je veux remercier AVN de votre invitation à participer à ce webinaire important. Quelques enjeux tels que je les ai vécus ou je souhaite les partager, j'irai modestement avec vous, parce que même si on a recherché certaines choses, je reconnais qu'on n'a pas trouvé grand-chose. Donc, pourquoi un investisseur solidaire comme la CIDI n'a jamais véritablement durablement abordé le financement du logement abordable? Alors, je pense que ça s'explique par plusieurs faits. D'abord, une inadéquation du financement de proximité pour le secteur du financement. Bon. En gros, les organisations dans lesquelles nous investissons, même si nous y investissons sur un terme parfois long, fournissent des produits financiers de courte durée qui ne sont pas toujours en adéquation avec les besoins et la capacité, surtout d'endettement des ménages qui doivent faire face à la fois à un endettement, je dirais, à caractère productif et également pour leur logement. Du coup, on a travaillé d'assez près, ou on a constaté d'assez près que le travail sur la capacité d'endettement des personnes est un sujet très important et que du coup, en résonance à ce que Olivier nous a dit, évidemment, les soutiens d'une diaspora qui soutient des familles ou des communautés prend naturellement tout son sens, et on le sait dans un certain nombre de régions. Si on pense par exemple à la première région du Mali, on connaît l'importance de ce que la diaspora a pu avoir généré en matière de logement pour la population. Et puis aussi, il y a eu des tentatives. Alors, des tentatives, je dirais, de stade micro ou méso. Je veux exposer une expérience que nous avons eue avec un investisseur local, disons une entité de développement solidaire, de financement solidaire en Afrique du Sud, Kuyasa Housing Fund, dans la région de Cape Town, dans laquelle la CIDI avait investi, avait établi un partenariat financier, surtout après les années d'apartheid, au moment où, et encore toujours, les forts enjeux d'accès au logement étaient prioritaires dans ce pays durant une longue période. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il y avait naturellement un important besoin, une demande même de services, et qu'une institution qui pouvait se spécialiser surtout pour la rénovation, mais parfois faciliter aussi l'accès à la propriété dans les townships, principalement dans les townships de la région du Cap et puis ensuite d'autres régions. Eh bien, s'il y avait un engouement et une demande de services, hélas, l'expérience n'a pas pu durer, parce qu'au bout d'un moment, se pose la question de la capacité par les personnes de pouvoir respecter effectivement leurs échéances. Et s'il y a une combinaison de crises comme il s'est produit en Afrique du Sud ces dernières années, eh bien, les ménages se trouvent vraiment sous pression pour faire face à la combinaison des engagements contractualisés, tant pour la consommation, la production, qu'également pour le logement. Et cela a signifié qu'une institution de financement de proximité, pour ne pas dire microfinance, qui se spécialiserait ou qui s'est spécialisée dans le financement du logement, c'est-à-dire en apportant une réponse précise à cette niche de marché, eh bien, n'a pas pu établir un modèle économique et financier durable, hélas, et ce malgré, effectivement, Olivier et Emmanuel l'ont rappelé, les enjeux considérables des demandes d'accès au logement. Donc, on a observé cette expérience-là.
Qu'est-ce qu'on a pu observer également ailleurs, de par notre expérience en investissant dans des organisations de microfinance, dans des institutions de microfinance, c'est qu'en Amérique latine, on a observé que les portefeuilles d'institutions matures, qui existent depuis une vingtaine d'années, on peut dire, qui se sont consolidées au fur et à mesure de ce qu'on appelle le développement, quoi, ont intégré une proportion autour du logement, surtout pour le financement de la rénovation, parfois pour le financement du premier accès, mais surtout sans véritablement changer leurs produits financiers. Donc, tu payes ton logement avec ton activité économique et tu dois te débrouiller à payer ton logement avec des maturités qui sont souvent de court ou moyen terme, en tout cas jamais de long terme, parce que ces institutions fournissent aussi des services qui ne vont pas au-delà du moyen terme. Donc ça, on a un certain nombre d'expériences connues au Pérou, notamment, et puis ailleurs. Ensuite, eh bien, on a suivi de près l'expérience de la Cooperativa Habitacional do Brasil, une magnifique coopérative de logement, très militante, militante, quoi, visant à fournir catalyser des financements pour le logement populaire dans les quartiers de São Paulo et puis dans d'autres villes aussi. Et bien pareil, l'expérience, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, et lorsque les subventions arrêtent de tomber, c'est-à-dire lorsque la communauté internationale solidaire, je dirais, arrête de financer ce type d'initiative en plus des apports des socios, des associés, des membres, eh bien, on constate un essoufflement de ce type d'organisation, par ailleurs très pertinente d'un point de vue social, mais qui ne parviennent pas à montrer une durabilité suffisante. Du coup, je pense qu'il faut y croire quand même, parce que l'accès au logement demeure un besoin de première nécessité, ça a été dit et redit. Il y a toujours un enjeu, et Olivier l'a dit implicitement, de rallonger les ressources disponibles pour permettre aux institutions de financement de répondre aux contraintes propres au financement. Et puis, chose intéressante, je pense qu'on a constaté que ce n'est pas nécessairement chez les financiers, même solidaires comme nous, que l'on peut trouver les bonnes solutions. Et nous apprenons qu'après un travail de recherche en profondeur, auquel on a aussi un petit peu participé indirectement, eh bien, c'est AVN qui a conçu un produit financier à la fois pertinent et qui répond aux besoins. Et je pense qu'on va redonner la parole à Emmanuel pour qu'il nous présente ce produit. Voilà, je vous remercie. Merci Dominique, merci beaucoup. Je vous présente donc très brièvement cette solution à laquelle on a déjà consacré 2 pilotes au Burkina Faso. C'est un produit de microfinance qu'on a intitulé le Crédit Habitat Voûte Nubienne, donc qui est un crédit tout à fait adapté à notre clientèle cœur de cible, c'est-à-dire une population rurale en zone sahélienne qui investit prioritairement dans un logement pour elle-même, c'est souvent des paysans. Et comme je le disais tout à l'heure, on a un produit de on a innové en apportant une solution de microcrédit innovant, dédié à l'accès à un logement neuf. Donc, on ne parle pas ici de rénovation ou d'amélioration de bâtiments déjà existants. Il s'agit bien de l'accès à un logement neuf en zone sahélienne. Donc, je le disais, c'est une clientèle prioritairement rurale et on est vraiment sur une typologie de produits de microfinance puisque
pour un bâtiment qui consisterait d'abord dans une unité de base de 25 à 35 mètres carrés, on a une enveloppe de crédit qui est autour de 200 à 500 euros, 500 dollars au maximum de prêt et un remboursement sur 18 à 24 mois. Et je le disais tout à l'heure, c'est une clientèle qui participe elle-même par l'apport des matériaux, par l'apport d'une clientèle, d'une main-d'œuvre non qualifiée qui participe au chantier. Et du coup, 70 à 80% du coût de la construction est assumé par des apports en nature, par le client lui-même. Et donc, on a une typologie de crédit qui correspond très bien à ce que peuvent assumer en termes de remboursement les populations ciblées. Et dans les pilotes qui ont été menés, notamment les clientèles, les clients à qui ces crédits ont été octroyés étaient des clients qui généralement étaient déjà connus des instituts, des IMF avec lesquels on a travaillé et qui avaient déjà des cycles de prêts qui avaient été satisfaits, honorés correctement. Donc, c'était une clientèle qui avait déjà un historique avec les IMF impliqués sur le projet. Et en complément de ça, on voit que, tout à l'heure, j'évoquais les synergies qu'il peut y avoir entre les différents instruments financiers qui peuvent servir de levier, d'accélérateur du marché de la construction. On a par exemple en France des systèmes de prêts qui sont bonifiés, puisqu'on a des prêts à taux 0%, parce que l'État s'investit. Il y a eu un plan, il y a un plan bâtiment durable qui finance à la fois la clientèle, les instituts financiers qui octroient les prêts et les professionnels qui sont associés à ces travaux de rénovation, d'isolation, etc. Donc, on pourrait imaginer aujourd'hui que des instruments de microcrédit comme le Crédit Habitat Vaucluse-Bienne fassent l'objet de mobilisation d'acteurs institutionnels, d'acteurs de la finance et d'acteurs du marché, et que cette mobilisation se fasse grâce à des financements de l'aide au développement d'une part, mais aussi à des instruments financiers qui sont mobilisés sur les fonds adaptation ou sur les fonds de la compensation carbone. Voilà, donc je m'arrête là pour laisser le temps aux échanges, mais on pourra en dire un peu plus si vous le souhaitez sur ce produit-là. Merci. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, merci Dominique, merci Olivier. Je ne sais pas si vous avez vu dans le chat, on a déjà 3 questions, il me semble. Donc, est-ce que vous voulez, à la personne qui a posé ces questions, est-ce qu'elles étaient dirigées envers un des intervenants en particulier? Est-ce que vous voulez prendre la parole ou sinon on peut juste lire vos questions? Oui, et bonjour, mon nom c'est Papa Sek. Oui, bonjour, mon nom c'est Papa Sek, je suis le coordinateur du GRDR en Guinée. Je vous remercie d'abord de nous avoir permis de participer à cet échange qui est très important pour nous parce que déjà nous, on est un peu versé sur cette question-là en Guinée-Bissau depuis déjà 2014. Donc, on travaille un peu sur la question de réhabilitation justement de l'habitat donc pour les populations vulnérables. Et donc, la question justement du financement, effectivement, nous intéresse au plus haut niveau. C'est vrai que j'ai posé quelques questions, mais c'est des questions qui sont dirigées vraiment vers plutôt le programme AVM, quoi. Donc, c'est à la fois des questions liées effectivement un peu à la viabilité justement du marché, c'est-à-dire que si on sait que quelque part, il y a un besoin, à mon avis, de construire des capacités locales pour permettre justement d'assurer justement la viabilité du marché, parce qu'à mon avis, certainement, il y aurait une sortie justement du programme. Donc, quelle serait la statut du programme pour permettre justement, en tout cas, aux populations locales, en tout cas, de pouvoir en tout cas poursuivre un peu, disons, l'activité, en tout cas, disons, d'accès plutôt à l'habitat durable. L'autre question, c'était par rapport justement un peu à la salle de communication, parce que je sais effectivement aujourd'hui, on considère la diaspora comme étant une référence sociale, c'est-à-dire on peut effectivement le fer de lance, quoi, parce que sinon dans les territoires, ce qu'on considère, c'est que les gens se copient beaucoup sur la diaspora, donc en termes justement de construction de modèles d'habitat. Mais également, en fait, il y a aussi des communautés qui sont intéressées. Mais si on voit aussi dans beaucoup de villes, aujourd'hui, il y a ce que j'appelle la tyrannie du ciment, c'est-à-dire que les gens sont portés vers le ciment pour des questions justement de modernité, c'est des questions justement aussi d'alignement sur des modèles d'habitat.
est-ce qu'il y a une communication, une sorte de communication donc, qui est prévue dans le cadre du programme pour permettre justement d'inciter davantage la diaspora et les communautés vers justement ce modèle d'habitat? L'autre question, c'était par rapport justement aux autorités, en tout cas locales, c'est-à-dire quelque part, si on parle de construction, il y a forcément quand même un niveau important de décision par rapport à des politiques publiques. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il y a un travail qui est fait ou envisagé, en tout cas par le programme? Donc, en tout cas, de manière à permettre aux autorités, en tout cas, d'intégrer cette dimension-là dans les politiques publiques, de les discuter, disons, avec les communautés, pour quand même mieux, en tout cas, permettre l'accès au financement, en tout cas public ou même privé, par ces populations. On sait aussi qu'aujourd'hui, les capacités, en tout cas, des populations rurales et urbaines, sont des capacités, en tout cas, qui sont très limitées parce que les populations font face à plusieurs vulnérabilités. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, il y a en tout cas un travail qui est fait auprès des services financiers, donc pour leur permettre en tout cas d'être plus motivés, donc une forme d'incitation justement à prendre en compte ce segment de marché, qui est un segment de marché important, mais quand même qui comporte beaucoup de risques, en tout cas pour les services financiers, donc qui sont peu enclins à aller dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un travail de communication qui est fait dans ce sens-là, en tout cas pour leur permettre, ne serait-ce qu'inventer justement sur la base d'une expérimentation des lignes, en tout cas de crédit qui seraient adaptées à ces capacités-là. Bon, voilà, donc je ne souhaiterais pas être trop long, donc voilà effectivement les préoccupations que je voulais partager et voir s'il y a effectivement des expériences qui sont mises en place ou bien qui sont imaginées par le programme et qui pourraient effectivement être partagées. Je vous remercie. Bon, je me permets de prendre la parole. Merci pour ces questions. Alors effectivement, vous pointez plusieurs questions essentielles qui concernent notre approche. Alors, sur la stratégie de sortie, je dirais que c'est un peu le schéma qu'on a présenté. La stratégie de sortie, c'est justement de réussir à faire émerger des leviers financiers du marché pour lesquels nous n'aurons plus besoin d'être là et où il n'y aurait plus besoin des investissements, de l'aide au développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends par exemple le cas des incitations à la clientèle, l'une des approches qui consiste à adosser ces incitations à des fonds de la compensation carbone consiste à dire que l'incitation financière est payé grâce au crédit carbone dont le paysan sahélien qui veut construire en voûte nubienne est détenteur, c'est-à-dire que c'est lui qui possède un crédit qui va le vendre à la personne, à l'institution qui souhaite se décarboner, pour dire vite. Donc, par exemple, notre rôle aujourd'hui, c'est de créer ce dispositif et d'accompagner les acteurs qui l'utilisent, mais à terme, notre rôle sera marginal et j'allais dire, nous sommes voués à disparaître en quelque sorte, parce que c'est quelque chose qui devrait pouvoir fonctionner sans nous. Et de la même manière, sur les autres instruments de crédit qu'on a évoqués, sur le rôle de la diaspora, etc., notre intervention aujourd'hui, elle est de venir en appui aux dynamiques pour faire émerger ces dispositifs, mais on n'a pas vocation à être des acteurs durables de ces dynamiques-là. Et je dirais que pour notre intervention en appui à l'émergence de la filière, c'est pareil, on mobilise des acteurs, des organisations locales qui s'approprient notre méthodologie pour mettre en place des actions de formation, d'accompagnement du marché, de sensibilisation, etc., localement. Et petit à petit, le marché est censé devenir autonome dans les zones où nous intervenons grâce à la formation des acteurs, grâce à leur accompagnement dans des logiques d'entrepreneuriat qui leur permettent d'être de plus en plus autonomes et de maîtriser par eux-mêmes les outils de marketing, de promotion de la technique, etc. Sur la deuxième question, je vais peut-être laisser Annette… Est-ce que je voudrais… comment dire, puisqu'on dialogue… le fait même que ce soit AVN qui identifiait un produit qui répond à un besoin ou à une demande, produit financier, je parle, que ce ne soit pas les financiers qui l'aient trouvé, y compris les fameuses IMF, institutions de microfinance, me fait dire
qu'il y aura toujours un rôle qualitatif part d'organisations qui ajoutent une valeur, en l'occurrence, sur l'éco-construction. Parce que ce n'est pas les financiers qui inventent tout seuls. Les financiers inventent parce qu'il y a de la stimulation, parce qu'il y a du dialogue, parce qu'il y a de la démonstration. Et après, ils suivent. Mais ils suivent poussivement. Et je le dis parce que je représente un peu ce secteur. Et d'ailleurs, on avait eu de nombreux échanges entre la CDI et AVN sur ce point. Je pense que si AVN souhaite, et ça peut être une réponse aussi partielle, mais je ne suis pas chargé de la donner, sur la stratégie de sortie, je pense qu'il n'y a pas vraiment de stratégie de sortie. Il y a une stratégie de continuation et de différenciation des fonctions, certes, mais en tout cas, et vous l'avez constaté aussi, les institutions de microfinance qui s'intéresseront à l'éco-construction et au logement abordable le feront d'autant plus volontiers qu'il y a une relation quelque part avec une maison comme AVN. Et je conçois que pour AVN, ce n'était pas nécessairement prévu d'avoir à traiter du sujet financier, qui est un sujet qui n'est pas votre cœur stratégique. Mais la réalité, c'est que pour faciliter l'accès à l'éco-construction et le logement abordable, peut-être qu'il n'y a pas d'autre choix que de continuer à considérer que ça fera partie de votre stratégie. Oui, merci Dominique, oui, ta réponse est très complémentaire de ce que j'ai pu apporter comme élément. Effectivement, quand on parle de stratégie de sortie, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une logique de moyen long terme et que ce que tu décris est en tout cas un scénario à moyen terme au minimum. Donc, d'être dans une stratégie d'autonomisation des acteurs signifie que on sort une fois que les acteurs sont effectivement autonomes, et on sait bien que ce processus peut prendre très longtemps et que peut-être, en tant qu'apporteur d'une solution technique adaptée, on gardera un rôle durable dans ce dispositif, mais sans être des acteurs positionnés dans le marché en tant que tel. Du coup, oui, donc je me permets de passer à la deuxième question, donc sur la stratégie de communication, et je donne la parole à Annette. Ok, c'est bon, on est en mieux. Donc, dans un premier temps, peut-être sur la communication autour de l'acceptabilité du concept technique Voûte nubienne, je pourrais dire qu'avant tout, c'est une démonstration par l'exemple qui permet d'agréger de nouveaux à la fois investisseurs et clients sur ce marché. La démonstration, par exemple, elle repose sur plusieurs points. Déjà, la question économique, puisque la construction d'une voûte nubienne peut atteindre à peu près, dans les 60% de coûts moindres qu'une construction ciment-tôle. Il y a surtout aussi les questions de confort de vie sur l'atténuation des différences climatiques avec des murs d'une épaisseur de 60 à 80 cm. On est quand même dans un habitat extrêmement plus confortable que d'autres formes d'habitat au Sahel, qui évite l'utilisation de climatiseurs, donc là encore une ressource économique épargnée. Et c'est un concept technique qui a été, dont la méthodologie a été validée. Il y a des métiers de construction, métiers de formation, maçon, voûte nubienne qui ont été validés, homologués. C'est une filière métier reconnue donc localement par ces centres de formation, mais reconnue aussi par la communauté internationale, puisqu'il y a plusieurs, y compris dans le domaine architectural. Donc c'est vraiment une méthodologie qui est validée et qui est reconnue pour sa durabilité et pour sa solidité. Peut-être juste pour conclure là-dessus, je crois que les premières voûtes nubiennes datent d'à peu près 3500 ans et elles sont encore debout. Donc, c'est quand même une technique qui a fait ses preuves. Et surtout, en termes de stratégie de communication, on peut d'abord se référer à l'utilisation des personnes par elles-mêmes. Et on a beaucoup de témoignages de clients voûtes nubiennes disponibles sur le site et dont on fait largement écho dans nos différents rapports. Tu veux compléter ?
Alors oui, juste en complément, il y a aussi trois éléments que je voulais pointer. C'est que d'une part, aujourd'hui, il y a une grosse partie des investissements réalisés par les bailleurs du Nord, hein, les pays européens, l'AFD, enfin bref, les bailleurs de l'aide internationale en général, ont des besoins constructifs et notre discours, c'est aussi d'interpeller ces acteurs qui sont des acteurs essentiels du marché de la construction en leur disant, vous n'avez pas le droit de construire avec des fonds euh, des pays occidentaux des bâtiments que nous n'avons pas le droit de construire chez nous. Vous ne pouvez pas construire au sud avec l'argent public des bâtiments qu'on n'a pas le droit de construire chez nous. Donc, ce discours-là, je pense que les bailleurs sont tout à fait à l'écoute de ça. Ils ont conscience que les enjeux de changement climatique et de résilience des populations sont importants. Et donc, ça, c'est un premier axe. Après, c'est vrai que la culture du ciment, c'est aussi une vision de la modernité et s'accompagne d'une certaine dépréciation de la terre qui est associée à la paysannerie, à des modes de vie rétrogrades, etc. Mais comme le disait Annette, l'exemplarité des bâtiments qu'on construit est généralement suffisante à convaincre les clients. Et le processus de formation passe notamment par la construction par l'apprenant lui-même d'une voûte dans laquelle il va loger ou dans laquelle il va loger une partie de sa famille. Donc, j'allais dire, le maçon lui-même est l'acteur de sa propre stratégie de communication parce qu'il a lui-même un bâtiment de témoins avec lequel il peut convaincre sa clientèle de la pertinence du procédé. Et enfin, je voulais juste signaler que les acteurs institutionnels sont également nos interlocuteurs réguliers sur ces questions. Et le Sénégal et le Burkina Faso, par exemple, ont intégré de façon explicite la voûte nubienne dans les contributions nationales volontaires qu'ils ont présentées à la COP21. Donc, c'est des techniques de construction qui sont non seulement reconnues, mais qui ont été encouragées et choisies par ces États-là pour servir de modèle, entre guillemets, à la transition écologique. Donc, on est sur des dynamiques qui restent encore à décliner au niveau local, avec la nécessité de traduire ça dans des engagements concrets en termes d'investissement public, etc., dans les pays sahéliens. Mais on a déjà des exemples, notamment au Sénégal, dans la zone du Fouta, d'acteurs des départements qui sont mobilisés pour justement faire la promotion de cette technique de construction. Et ils ont recours à cette technique pour des bâtiments communautaires, des bâtiments institutionnels, etc. Comme je vois que l'heure tourne, je passe aussi à la troisième question pour essayer de répondre rapidement. Comme je disais, oui, on a conscience des vulnérabilités des ménages dans les zones dans lesquelles on intervient, que cette question-là, elle a été pointée par Dominique et par Olivier sur les risques notamment du secteur non formel, sur les problèmes de solvabilité, des capacités d'endettement. Comme je disais, dans les expériences, alors non seulement on a un produit de microfinance que j'ai décrit qui correspond à des enveloppes relativement modestes, hein, quand on parle de 200 à 500 dollars grand maximum, c'est des enveloppes de prêts qui sont très, très, très réduites et qui peuvent être supportées par les clients. Et dans les expériences qu'on a eues, on s'adressait à des clientèles, enfin en tout cas à des particuliers qui avaient déjà eu des prêts dans les institutions de microcrédit avec lesquelles on a travaillé, et donc qui étaient connus de ces institutions et qui étaient en mesure, qui avaient déjà démontré leur capacité d'endettement. Donc ça demande un bon travail de proximité avec les IMF et un bon ciblage des clientèles. Et je dirais qu'on a eu une ou deux déconvenues, mais qui étaient liées justement à une identification mal conduite
des clients en question parce que c'était enfin voilà, il y a eu des arrangements, ils n'auraient pas dû bénéficier des microcrédits. Et c'est les seuls cas qui ont été mal, voilà, qui n'ont pas été bien remboursés. Alors, je vois qu'il y a des questions. Aurélia, je te redonne la main. Alors, pas de souci. Après, toutes les questions sont dans le chat. Donc, je pense que vous pouvez... Est-ce que vous avez accès au chat? Oui. Vous pouvez lire les questions et voir, je ne sais pas si elles sont plutôt dirigées vers Olivier, Dominique, ou bien vous, Emmanuel. Alors, oui, je vais répondre sur la durée moyenne de formation pour les maçons. Bon, en général, on prend... alors, c'est difficile de donner une réponse courte, mais disons qu'on a un dispositif de formation qui se fait essentiellement sur chantier, avec 2 saisons constructives. Donc, les saisons correspondent aux saisons agricoles. Donc, pour nous, on travaille de septembre à mai, juin, disons, en général. Et donc, on utilise 2 saisons pour la formation des maçons, avec ensuite un accompagnement sur le projet entrepreneurial, etc. Après, sur la sismorésistance, ça, je ne peux pas répondre parce que c'est des questions très techniques. Je ne pense pas qu'on ait une homologation à proprement parler. En revanche, c'est des bâtiments qui résistent très bien dans les conditions sahéliennes qu'on observe dans toute la bande de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Soudan, quoi. Olivier, tu voulais intervenir? Je peux peut-être prendre la question de Hassan Koli sur si je comprends bien, en gros, utiliser ce qu'on appelle le incremental building. Donc, c'est le financement de étape par étape, qui est tout à fait qui est quelque chose de très intéressant, mais qui est pas... C'est ce qu'on appelle le massive small, c'est-à-dire que ça fonctionne à l'échelle individuelle, mais si on pense de façon globale à des questions, comment régler le problème d'accessibilité au logement abordable et durable sur le long terme, c'est plus difficile au niveau individuel. Par contre, il y a des mécanismes financiers en place et des institutions financières qui, notamment par exemple en Afrique du Sud et qui se développent également au Kenya, qui font ce qu'on appelle la rénovation urbaine et du reconditionnement. C'est-à-dire que dans toutes les villes en Afrique, on voit, on a des immeubles qui ont commencé à être construits, qui ont été abandonnés. Voilà, parfois même des gros programmes de logement abordables ou pas qui sont là, ou des immeubles qui ont été laissés à l'abandon. Et souvent, avec l'aide d'architectes et les bons mécanismes de financement, on peut utiliser l'existant et le reconditionner pour du logement abordable. Donc, par exemple, on a tout le centre-ville de Johannesburg, de nombreuses, dans les années... Pendant l'apartheid, le centre-ville de Johannesburg était le cœur financier. Donc, il y avait tous les sièges des banques, etc., des grandes organisations, tous les sièges des banques, des entreprises de mines, des administrations. Et à la fin de l'apartheid, les pôles de travail se sont déplacés vers le nord de la ville. Et des entreprises sont venues et ont reconditionné ces bâtiments en logement étudiant, par exemple, ou en studio, une chambre. Donc, c'est des bureaux qui ont été reconditionnés pour le logement abordable. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Donc ça peut répondre un peu à cette question des mécanismes de financement adaptés sur de l'existant, en fait, quoi, mais qui n'était pas pour le reconditionner dans du logement abordable. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde et qui sont assez intéressantes. La dernière question, je pense que c'est de Chantal, c'est pour toi, Emmanuel, je pense. Oui, effectivement. Peut-être juste sur l'amélioration de l'existant. Alors, je voulais juste apporter une précision, c'est que la technique de construction en voûte nubienne ne permet pas de faire de l'amélioration, c'est nécessairement de la construction. Alors, éventuellement, sur des bâtiments qui sont déjà construits en voûte nubienne, on peut faire des extensions, on peut faire des choses comme ça, mais c'est d'abord et avant tout une technique de construction de bâtiments neufs. Après, donc pour répondre à la question de Chantal, les difficultés qu'on a rencontrées, je dirais que il n'y a pas eu tellement de difficultés dans les pilotes qu'on a menés. Les difficultés, elles sont venues à partir du moment où il a fallu pérenniser le produit parce que les instituts de microfinance n'ont pas de fonds dédiés à ces questions de logement. Et donc, on a essayé de mobiliser des financements pour prolonger les expériences.
mais on se rend compte que les IMF avec lesquels on a travaillé n'avaient pas forcément la capacité à flécher des financements spécifiquement vers le logement, et qu'en réalité, les financements pouvaient aller à des AGR, alors que nous, on aurait souhaité que ça aille vers du logement. Ensuite, je pense qu'il y avait aussi un besoin d'appropriation par les IMF de ce dispositif. Nous, on les a accompagnés sur une logique de pilote et d'expérimentation, et qu'après, il faudrait que d'autres acteurs que nous prennent le relais. Et là aussi, on a besoin que les acteurs des institutions de microfinance montrent une certaine appétence à s'engager dans le dispositif, qu'ils soient capables de mobiliser aussi leurs partenaires du Nord pour s'engager à leur côté sur ces questions-là. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu aussi un des aspects sur lesquels on aurait besoin de trouver des relais, c'est que effectivement, les partenaires financiers de ces IMF puissent eux aussi s'approprier ces dispositifs et ces dynamiques et nous emboîter le pas. Donc c'est un peu j'allais dire, c'est aussi un peu un appel du pied à des acteurs comme la CIDI, avec qui on a déjà évoqué ces questions-là. On sait que c'est avec toutes les difficultés qui ont été évoquées par Dominique. Mais voilà, nous comme Dominique le disait, notre métier n'est pas la finance. Donc on a besoin d'acteurs financiers qui soient à nos côtés, mobilisés pour accompagner aussi ces dynamiques avec leur expertise. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je pense que si tout le monde a posé sa question, on va pouvoir conclure. Écoutez, je tiens à vous dire à tous que nous allons vous envoyer par email les présentations PowerPoint que vous avez pu voir aujourd'hui et l'enregistrement de cette vidéo que vous allez donc recevoir aussi par email. Voilà, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bah, très bien. Merci. Merci à toutes et tous. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.